Très chers téléspectateurs, bienvenue à notre toute première de Scale Up Nation, une émission consacrée à la technologie Made in Israel. Qui dit technologie dit données numériques. En anglais, digital. Du mot digit qui veut dire chiffre et qui vient bien évidemment du latin digit, le doigt. Ceci n'est pas sans nous rappeler le premier système de comptage de l'humanité où les gens utilisaient tout simplement les doigts pour compter. Notre programme d'aujourd'hui sera donc consacré à une introduction aussi large que possible à la donnée et aux chiffres. Puis, nous nous tournerons vers M. Fabien Mordechai Kappa. Merci Fabien d'être là avec nous ce soir. Vous nous aiderez à comprendre le monde des systèmes financiers internationaux à la lumière justement des données numériques et du monde digital. Rentrons donc dans le vif du sujet. Tout d'abord, un historique de l'Internet et du monde digital. Parlant de technologie israélienne, nous ne nous priverons pas de constater que l'État d'Israël, dans sa forme la plus ancienne qui soit, à savoir le royaume d'Israël, offrait déjà un système de communication par signaux de fumée, comme attesté par la Mishnah dans le Talmud, Mishnah Rosh Hashanah, chapitre 2, versets 2 et 3, ou dans le livre des juges, Shoftim, livre 20, chapitre 20, versets 38 et 40, où il nous est relaté que les Hébreux, tout premiers Israéliens, allumaient des feux de fumée pour communiquer de Beth Hakerem à Beth El en utilisant des signaux basés sur des lettres ou des messages en guématria. Il s'agit du tout premier support Wi-Fi, mais que communiquait-on ? Quel était le contenu ? Et là aussi, l'hébreu, premier langage proto-sinaïque, est lui-même composé de lettres, chacun ayant son énergie propre, à savoir un son. Ceci s'oppose au type de langage hiéroglyphe, très proche des idéogrammes chinois d'aujourd'hui. La différence est que l'alphabet moderne, qu'il soit hébreu, latin, cyrillique ou arabe, est décomposable en une unité chiffrable. La lettre devient un chiffre. Et vous aurez tout de suite fait le lien avec la guématria. La guématria consiste à attribuer un nombre, un chiffre entier à chaque lettre. De 1 à 10, Aleph, Bet, Gimel, Dalet jusqu'à Yud. De 20 à 100, Chaf, Lamed, Mem, etc. jusqu'à Kouf. Et Resh, Shin, Tav, 300, 400. La révolution électronique consiste à utiliser cette technique pour transformer chacune de ces lettres en électricité ou en ondes électriques qui circulent entre différents systèmes, le communicateur et celui qui reçoit la communication. On appelle ça, dans le langage moderne, dans le langage informatique, l'ASCII. ASCII, A-S-C-I-I, pour American Standard for Computers Interchange and Information. Le système est le même. Le A vaut 65, le B vaut 66, le C vaut 67, le Z vaut 100. Pourquoi 65 ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres caractères jusqu'à 65, tels que les points d'exclamation, les chiffres, etc. La transformation de la lettre en binaire est primordiale. Qu'est-ce que le binaire ? Eh bien, c'est un chiffre qui représente une valeur. Par exemple, nous prenons le chiffre ou le nombre 65, qui, je vous le rappelle, est la lettre A, et elle est transformée en une chaîne de 1 et de 0. Pourquoi binaire ? Parce que 1 ou 0. Et donc 65, dans notre langage binaire, vaut la chaîne 1, 0, 0, 0, 0, 1. C'est une décomposition très facile, mathématique, qui peut être au programme de 4e ou même de 5e, dirais-je. Ce simple jeu mathématique consiste à représenter tout nombre en une suite, comme je l'ai dit, de 0 et de 1. 0 vaut 0, 1 vaut 1, 2 vaut 1, 0. Non pas 1, 0 qui fait 10, puisque le 10 n'existe plus, juste la suite de chiffres 1, 0. Ça, c'est de 3, 1, 1, 4, 1, 0, 0. 5, on augmente, on ajoute 1 à la place du dernier 0, 1, 0, 1. 6, 1, 1, 0. 7,
1, 1, 1, et ceci de suite jusqu'au chiffre dont on a besoin. Dans notre cas, là, je vous rappelle la lettre A qui vaut 65. 65, si on le décompose en binaire, vaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ceci étant fait, nous sommes armés des outils nécessaires à la communication et à l'information. Donc, une fois que j'ai décomposé mon chiffre en suite de 1 et de 0, on peut comprendre que très facilement, tels mes signaux de fumée au temps du royaume d'Israël, eh bien, je peux allumer un interrupteur, 1. Je l'éteins, 0. Je ne l'ai toujours pas allumé, 0. Je continue à ne pas l'allumer, 0. Je continue encore à ne pas l'allumer, toujours 0. Enfin, je l'allume 1. Eh bien, dans cet espace de temps ou intervalle de temps, j'ai communiqué la chaîne 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et donc, ma lettre A est communiquée et passe d'un système qui transmet l'électricité au même système qui reçoit l'électricité. Tout cela à la vitesse de la lumière. Une des applications de cette technologie, comme nous le vivons tous au jour le jour, c'est le système des banques et le système financier. Et c'est pour cette raison que j'ai invité à nous rejoindre M. Fabien Mordechai Kappa, expert en système d'architecture et de données bancaires. Bienvenue. Merci. Bienvenue Fabien. Alors, qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Alors, toute la journée, je fais de l'intégration des systèmes bancaires ou ce que je dis souvent, c'est la modernisation des banques. Une banque, il faut le savoir, de nos jours, ce n'est rien d'autre qu'un immense tas de logiciels qui communiquent entre eux. Ces logiciels évoluent en permanence et doivent en permanence être mis à jour indépendamment et en termes de communication entre eux. Cela implique des problématiques d'automatisation, de sécurisation, et de modernisation, j'imagine. Modernisation et de scalability en français. Scalability qui rappelle justement le nom de l'émission Scale-up, qui en anglais veut dire échelonnage. Absolument. Ouais, mais c'est le terme qu'on utilise effectivement dans notre industrie. Vous avez certainement entendu parler du mot SWIFT qui revient sans cesse sur nos écrans par rapport aux sanctions occidentales sur la Russie. Le SWIFT, qu'est-ce que c'est, Fabien ? Qu'est-ce que le SWIFT et que faisaient les banques avant que le SWIFT n'existe ? Alors, le SWIFT, en quelques mots, c'est le... Alors, SWIFT, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. En français, la société qui gère les communications financières interbancaires mondialement. C'est un système qu'on peut comparer à un langage presque, comme HTTP, qui permet pour les banques de communiquer de pays à pays. Avant le SWIFT, avant l'introduction du système SWIFT dans les années 70, il n'y avait pas vraiment de protocole unifié et universel. Les premiers échanges bancaires internationaux remontent au Moyen-Âge, au temps des Templiers, où des sommes de monnaie sonnantes et trébuchantes devaient parcourir des centaines ou des milliers de kilomètres pour pouvoir passer du donataire au bénéficiaire. Et la plupart du temps, les bandits de grand chemin attaquaient ces convois en cours, avant qu'ils n'arrivent. Donc, les Templiers, qui étaient une organisation très répandue dans toute l'Europe, dans l'Asie et même dans la région où nous nous trouvons, avaient des comptes, l'équivalent des branches aujourd'hui, des branches des banques aujourd'hui. Donc quand un roi voulait envoyer, mettons, quelques milliers de pièces d'or... Faire un virement. Voilà, l'équivalent d'un virement aujourd'hui de Paris, on va dire, à Jérusalem, eh bien, grâce aux Templiers, il allait voir le Templier de Paris qui envoyait un courrier avec l'équivalent l'ancêtre d'un chèque, un papier, qui disait que 1000 pièces d'or devaient passer d'un tel à un tel, mais l'avantage, c'est que le papier ne valait rien s'il était capturé, volé, détruit.
Et à Jérusalem, on notait que désormais, le bénéficiaire a tant de pièces d'or en plus. Voilà. Et évidemment, ils prenaient leur commission, comme de nos jours. Et alors, entre le Moyen-Âge et le système SWIFT, il y a eu des systèmes petit à petit qui sont mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et l'arrivée des nouvelles technologies. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce que SWIFT ? En un mot, en une phrase, c'est le seul moyen aujourd'hui pour une banque de faire des transactions et autres opérations bancaires à l'extérieur de son pays. Ce qui fait que si un pays se retrouve exclu du système SWIFT, il se retrouve littéralement au Moyen-Âge. Uniquement les banques à l'intérieur du même pays peuvent échanger entre elles et ne peuvent ni envoyer ni recevoir des fonds, ni faire toutes sortes d'autres opérations bancaires. Ce qui est le cas de la Russie ou de certaines banques en Russie au jour d'aujourd'hui. Pourtant, je me permets de me rappeler qu'il existe un équivalent chinois qui s'appelle Unipay. Et les Russes, aujourd'hui, ont eu l'autorisation, il y a quelques jours, de se connecter au système chinois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Finalement, il y a une porte de sortie pour... Alors, je ne connais pas très bien ce système Unipay, mais j'imagine que c'est l'équivalent de SWIFT, c'est-à-dire un protocole bien défini. Mais encore une fois, comme tout, à ma connaissance, 100% des banques du monde utilisent SWIFT, et ce depuis presque plus de 50 ans. Uniquement les pays et les banques des pays qui veulent bien se mettre à un autre système et qui doivent changer tout leur système informatique vont pouvoir participer à ce Unipay. Donc j'imagine que ça va être très très limité, peut-être Russie, Chine et quelques autres pays autour, et ça va les aider, mais de manière très limitée, à mon sens. Géopolitique intéressante en perspective. Concrètement, comment ça marche, SWIFT ? Alors comment ça marche ? Ce sont des messages qui ressemblent à peu près à des emails, mais des emails standardisés, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de types de messages SWIFT qui ont un nom, MT103 par exemple, c'est le nom pour faire un transfert de fonds, etc. Et puis il y a une réponse qui s'appelle MT103 quelque chose d'autre. D'un côté, il y a quelqu'un qui prépare le message en remplissant les champs de chaque message. Donc, par exemple, on peut imaginer les champs, le bénéficiaire, le code IBAN, le montant, l'adresse, etc., etc. Le code IBAN étant le code étant un numéro de compte bancaire international, unique. Format unique. International unique dans le monde entier. Voilà. Quels sont les types d'opérations qu'on peut faire avec ce système Alors, au départ, dans les années 70, c'était surtout funds transfert de fonds, envoyer, recevoir de l'argent. Depuis, donc une douzaine d'autres types d'opérations se sont ajoutées. Les lettres de crédit, qui est un outil financier peu connu du grand public qui est utilisé pour tous les imports-exports de tout ce qu'on peut imaginer qui peut être exporté et importé, mais également les prêts, les collections, les opérations boursières, les sécurités, opérations d'achat. Enfin, à peu près toutes les opérations bancaires ou financières internationales peuvent être supportées par des messages SWIFT. Donc ça ressemble effectivement vous lisiez, ou tu le disais avant, à un email où il y a différents champs qui sont remplis par le banquier qui envoie ou par la personne qui envoie. Donc ces champs-là, pour le rappeler à nos auditeurs, sont des suites de lettres décomposées en chiffres par leur valeur numérique. Donc si c'est un 65, si c'est un B 66, si c'est un chiffre 0, le 0 a une valeur de 33 si je me rappelle bien, et décomposé par le système informatique, le même logiciel que vous créez maintenant, qui va décomposer chacune de ces lettres en 0 et en 1, une grande suite de 0 et de 1, et qui va être transmis sur les réseaux comme un signal, comme une pulsion électrique, et qui va être reçu par le bénéficiaire pour schématiser, bien évidemment. Absolument, absolument. Comme un email et comme toutes sortes de données. Par contre, SWIFT est extrêmement strict au niveau du format des champs. C'est-à-dire que si un champ, par exemple, le champ censé recevoir le code IBAN est censé faire, je ne sais pas moi, 28 caractères et qu'il en fait 27, tout le message est invalide. Et donc là, il y a un autre message SWIFT qui retourne à l'envoyeur qui dit message invalide.
Un peu comme si on envoie un email et puis on s'est trompé dans l'adresse email. Oui, mais c'est extrêmement structuré, extrêmement précis. C'est difficile de faire de faire volontairement des erreurs. D'accord. Donc c'est comme on dit, design for security. Designé pour la sécurité. Et le trading, ça marche pareil? Alors le trading, c'est différent. Dans le domaine, Swift est extrêmement sécurisé, extrêmement fiable, mais ça n'a jamais été ni conçu ni amélioré pour battre des records de vitesse. Donc, comme tout le monde le sait, le trading, on parle de millisecondes, de microsecondes, parfois même de nanosecondes. Quelques fractions de secondes font une différence entre le jour et la nuit, entre gagner et perdre de l'argent. Et sur des volumes, c'est la différence entre faire 100 000 $ ou 90 000 $, le temps d'acheter, le temps de récupérer l'action qu'on a achetée et de ses fluctuations sur les marchés. En fait, de nos jours, plus de 90% des acteurs sur les marchés sont des robots. Donc il se peut que si tel robot est plus rapide de 5 millisecondes que l'autre robot, ce n'est pas une différence de 100 et 100 000, c'est que celui-là va gagner $1 milliard et l'autre va perdre le même $1 milliard qui était à attraper en fait. Donc, par robot. Par robot interposé. Oui, c'est que des robots, ce sont des automates logiciels qui sont systématiquement sur l'ordinateur en train de rechercher le meilleur deal ou rechercher la meilleure offre en fonction de paramètres qu'on lui aura donnés. Les traders enregistrent ce qu'ils appellent leur strategy trading dans ces robots. Et il y a aussi il existe encore des vrais traders humains, mais de plus en plus, ils sont remplacés par des robots. Pourquoi d'ailleurs? Parce que l'avantage des automates, c'est qu'ils n'ont pas le facteur émotionnel. Que même les traders les plus talentueux et les plus expérimentés sont quand même obligés restent humains, et donc ils ont les facteurs émotionnels, ce qui est une mauvaise chose en trading. Ça peut être dangereux pour le. Oui, des fois on agit par peur, par. Mais j'imagine que vous mentionnez les enjeux temporels, la distance par rapport aux salles de marché, les canaux par lesquels les instructions sont envoyées. Oui, donc je n'ai pas tout à fait répondu à votre question. Pour le trading, il existe autre chose qui s'appelle FIX. Donc là, c'est un script. Swift, c'est quelque chose qui s'apparente à un script, un format de message. Par contre, FIX, c'est un vrai langage informatique beaucoup plus libre, beaucoup plus flexible, qui permet de communiquer entre les outils de trading et les marchés en temps réel. Et FIX, c'est Financial Inter-Exchange, c'est ça? C'est ça. Et donc, pour schématiser, le front-end, c'est géré par FIX, et le back-end, c'est-à-dire ce qui se passe derrière les coulisses, et en général la nuit, puisque c'est la nuit après les heures d'opération que les banques traitent toutes leurs transactions internationales. Ça, c'est traité par Swift. D'accord. Et le FIX, c'est par contre pendant les salles d'ouverture. C'est instantané. Donc j'imagine que la banque qui aura aussi une alliance stratégique avec une compagnie de télécommunications et aura un accès préférentiel au réseau, aura plus de chances de gagner des... Ah mais oui, c'est tout le... Alors, si vous voulez, ou est-ce qu'ils déroulent eux-mêmes leurs propres câbles ou comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Évidemment, ce qui fait la vraie différence, ce sont les stratégies. La plupart des stratégies sont basées sur des théories mathématiques de très haut niveau. Mais après, il y a aussi de manière aussi importante, il y a l'aspect physique. Par exemple, une compagnie de trading va vouloir installer ses serveurs physiques, les ordinateurs, dans le data center où se trouve le marché lui-même. Puisque le marché lui-même, maintenant, c'est un logiciel, enfin, c'est un ensemble de serveurs. C'est plus la salle de marché dont on avait à l'image il y a quelques années. Donc, effectivement, il faut que les serveurs soient physiquement tout près, les serveurs de votre application de trading soient tout près des serveurs des marchés. C'est pas tout. Par exemple, il y a des différences. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il y a des différences de câbles entre le câble en cuir et le câble en or, qui est plus cher, mais qui va faire gagner 3 millisecondes, 3 nanosecondes. Absolument, c'est un aspect qu'on voit nulle part ailleurs, à part peut-être dans la défense, où chaque microseconde compte. D'accord, donc en fait, finalement, la distance géographique compte parce qu'elle est une distance géographique par la vitesse de la lumière
et en fait traduite en vitesse. Et qui dit vitesse dit vélocité, qui dit vélocité dit accès à de meilleurs deals plus rapidement que la concurrence. Voilà, donc il y a la distance, il y a aussi la capacité de processer le niveau de processing des informations qui doit être le plus rapide possible. Donc là, c'est différent. Là, c'est les processeurs les plus performants possibles. Et les câbles, tout simplement les câbles, il y a quelques années, je ne sais plus quelle grande compagnie de training a dépensé une fortune alors qu'il y a déjà des câbles qui séparent l'Amérique du Nord et l'Europe pour Internet, a dépensé une fortune pour faire passer sous l'océan un câble de fibre optique dédié à ces transactions. Et tout ça pour gagner, si je me souviens bien, je ne sais plus, quelque chose comme 20 nanosecondes. Je n'ai pas les chiffres de combien ça coûtait, mais c'était une fortune juste pour gagner 20 nanosecondes. C'est pas moins cher d'envoyer un satellite? C'est pas où les satellites sont moins sécurisés? Bon, nous explorerons la question. J'imagine la question de nos téléspectateurs. Comment on triche? Alors déjà, est-ce que c'est possible? Malheureusement, malgré toutes les technologies, les plus grands cerveaux qui se penchent sur comment sécuriser les transactions financières, oui, c'est possible. Alors, avec FIX, c'est moins possible. Pardon, avec SWIFT, c'est moins possible qu'avec l'industrie bancaire en général. Mais pour vous donner une idée, en 2011, on estimait la fraude juste pour SWIFT à 10 milliards de dollars par an. Moins de 10 ans plus tard, ça a été multiplié par 3. On passe à 33 milliards de dollars juste pour l'année 2020. En fraude. Fraude. C'est-à-dire des messages qui sont manipulés pour faire croire à un transfert qui n'a pas lieu d'être. Voilà, alors il y a plein de moyens de fraude. Évidemment, il y a les contrefaçons, il y a les détournements, il y a les fausses identités, des faux transferts d'argent. Enfin, il y a beaucoup de méthodes. Vous me parlez je crois que vous parlez de rançon. Voilà, le plus connu, je l'ai gardé pour la fin, le ransomware. Logiciel de rançon en français, voilà. Ça se fait très. Je crois qu'en France ils disent ransomware. Hein. Ransomware, ouais, ok. Alors, je crois que oui, j'ai pas les chiffres pour le ransomware, ok. Mais c'est des sommes phénoménales. D'ailleurs, c'est des sommes très difficiles à connaître parce que c'est le côté honteux de l'industrie bancaire. Souvent, on sait que quasiment toutes les grandes banques du monde sont victimes de manière répétée, on pourrait presque dire quotidienne, de ransomware. Et évidemment, ils le cachent et presque toujours, ils vont le payer. D'abord, s'ils ne payent pas, ça va se voir. Et ensuite, les groupes qui peuvent être des groupements extrêmement... des organisations extrêmement complexes. On a passé depuis longtemps le stade des 2-3 hackers dans un coin. C'est des vraies organisations qui font la concurrence à des entreprises sérieuses. Ils demandent évidemment des sommes qui peuvent atteindre des dizaines de millions de dollars, voire plus, sont toujours bien moindres que l'équivalent, que l'alternative pour la banque, c'est-à-dire ne pas payer et devoir soit remplacer des données et annoncer à des clients que des données importantes ont été perdues, soit remplacer des systèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut en sorte que ce soit toujours payé. Je crois qu'avoir lu, je me rappelle justement, vous pouvez me contredire, que c'était un des revenus les plus juteux internationalement de la Corée du Nord. De faire marcher les sociétés occidentales et de réclamer des... Oui, j'ai entendu aussi parler de la Russie, de la Chine. Alors évidemment, on ne parle pas des États, là, on parle de groupes qui sont... d'organisations qui sont comme des compagnies, gérées comme des compagnies, avec des centaines d'employés, des hiérarchies et tout ça, mais qui sont à but malveillant. Juste un point, je crois que vous m'aviez dit auparavant, quel est le volume de transactions SWIFT par jour ? Oui, c'est un point important à souligner pour que les gens se rendent compte. Chaque jour, il y a 5 trillions de dollars qui sont échangés grâce à SWIFT. 5 trillions de dollars, c'est-à-dire 5 000 milliards de dollars chaque jour. Donc j'avais un petit peu vérifié avant, c'est 3 fois le budget d'Allemagne annuel par jour. Donc dernière question, que vois-tu pour l'avenir proche ? Pour l'avenir proche du système bancaire et de l'informatique ? Alors il y a 2 tendances claires qui se dessinent dans le monde fintech, bancaire, finance. D'abord, mis à part cette explosion des technologies et organisations malveillantes,
qui prennent complet avantage des nouvelles technologies, genre intelligence artificielle, l'IA, IA, machine learning, etc. Ils sont à la pointe, hein, ils sont pas du tout en retard. Bon, donc il y a cet aspect-là, mais évidemment, comme dans le domaine des virus et hackers, pour chaque nouvelle manière de voler de l'argent, il y a des manières de contre-attaquer qui se mettent en place assez rapidement. Donc ce n'est pas trop inquiétant. L'autre tendance plus intéressante que les gens ne réalisent pas, c'est que pour la nouvelle génération, les jeunes de maintenant, comparé à notre génération et les générations d'avant, la relation de l'individu à la banque, qui est omniprésente dans la vie de chacun d'entre nous, ce qu'on ne réalise pas trop, va complètement changer. Pour toi et moi, acheter une maison, acheter une voiture, recevoir un salaire, payer un loyer, verser un salaire, etc., payer des factures, tout ça, ça se passe dans un compte bancaire qu'on va aller physiquement voir de temps en temps, avec une agence, avec un banquier à qui on va parler physiquement. Il y a une relation humaine. Pour les jeunes d'aujourd'hui, et surtout les jeunes de demain, toute la banque, tout ce que je viens de citer, toutes les transactions bancaires dans leur vie, ça ne sera rien d'autre qu'une ou plusieurs applications dans leur téléphone. Pour donner un exemple, le saut technique auquel on est en train d'assister, c'est pas la différence entre la lettre traditionnelle physique et l'email, mais c'est la différence entre la lettre traditionnelle physique et WhatsApp ou applications similaires. Donc le jeune de demain n'aura plus du tout comme nous la notion de si je veux un prêt, pour obtenir un prêt, il faut que j'attende lundi que la banque ouvre. Non, ça fait, tout doit être fait instantanément ou presque. Donc, merci beaucoup pour cette intervention et d'avoir répondu à nos questions. Donc, pour conclure, ce que je voulais donc resignaler, c'est qu'effectivement, nous avons vu en tout début d'émission que l'on prend une lettre, le A, qui vaut 65 dans un certain code informatique et qui est transmis par onde électrique sur des câbles en cuivre ou sur des câbles en or ou sur des câbles optiques, j'imagine. Tout est transformé en ondes magnétiques ou électromagnétiques ou en lumière et transféré d'un endroit à un autre endroit, tels les signaux de fumée étaient transférés pour indiquer un ennemi, la nouvelle lune ou autre chose intéressante à communiquer entre différentes régions, ici en Israël il y a 3000 ans, et aujourd'hui partout dans le monde, vers l'espace, ou d'un point à l'autre du globe, instantanément. L'ordinateur quantique qui arrive aujourd'hui est en train de changer ce modèle de données. C'est un modèle qui permet de jouer des scénarios de simulation sur différentes possibilités, et on peut imaginer à très proche échéance que tous les secrets bancaires, tous les codes de carte de crédit, où il faut des dizaines et des dizaines d'années d'ordinateurs qui recherchent un code en mettant en réseau tous les ordinateurs du monde pour décrypter un mot de passe, se fera en quelques secondes ou maximum quelques minutes. Donc ce monde-là va changer énormément et va devenir une menace. Nous en parlerons dans une nouvelle émission avec un petit clin d'œil à l'État d'Israël qui a déjà investi des milliards de dollars en recherche quantique. Scale Up Nation oblige, on en reparle très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt sur Tandem TV. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir été avec nous. J'espère que nous avons pu éclairer nos téléspectateurs en leur donnant une nouvelle perspective de l'informatique dans la vie de tous les jours. Au revoir.